Pas la moindre, Madame Westphal, qui est enseignante spécialisée à l'hôpital de jour chez nous, qui a eu la gentillesse d'accepter de nous rejoindre pour aborder des aspects plus pédagogiques, notamment concernant ces situations d'enfants souffrant de maladies qui doivent être scolarisés en hôpital. Je suis enseignante normale, internationale, et je suis en micro. Oui. Valérie Boetsflug, donc je suis enseignante d'éducation nationale et je travaille en pédopsychiatrie. Je suis attachée à l'hôpital de jour de Douai, qui soigne les enfants les plus sévèrement atteints, mais j'interviens également pour les différents CLP. Voilà. En fait, quand un enseignant parle à d'autres enseignants, des fois ça passe mieux, mais des fois non. Voilà. Par rapport à la phobie scolaire, on a abordé là largement les aspects médicaux, les modes de prise en soin, etc. Moi, je voudrais prendre le point de vue de l'enseignant, parce qu'on se demande quel est notre rôle exactement à nous, enseignants, face à des pathologies qui relèvent du soin et des aménagements scolaires. Et ce n'est pas tout à fait aussi simple. Parce qu'en fait, dans les fonctions cognitives pures, on peut le considérer avec une double association en fait des fonctions de réalisation, c'est-à-dire l'équipement neurophysiologique de base du gamin qui va lui servir à apprendre et la maturation. Ce serait le moteur, en gros, pour avancer sur les apprentissages. Et puis, ce que Marcelli appelle les fonctions appétitives, qui sont tout ce qui est intentionnalité, anticipation, qui va relever du plaisir à apprendre, de l'énergie à apprendre, qui serait l'essence un peu. Et elle est là, elle fait mal là, la phobie scolaire. Et c'est bien aussi un problème cognitif. J'aime bien cette image parce que ce sont des enfants qui ont tout pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être bien à l'école, et qui pourtant n'y arrivent pas. Je voudrais également revenir sur la manifestation d'une phobie scolaire recouvrant énormément de troubles et d'entités cliniques différenciées, les troubles anxieux, les troubles des conduites, mais aussi les troubles envahissants du développement que nous on a beaucoup à l'hôpital de jour, les troubles hyperactivité, déficit attentionnel, d'autres troubles comme les troubles des conduites alimentaires ou les troubles de la conduite, et également les troubles des apprentissages, tous les 10, et les élèves intellectuellement précoces, où la phobie, l'évitement peut masquer des troubles des apprentissages, et ces troubles des apprentissages peuvent passer par des temps de phobie scolaire où l'enfant prend conscience de ses troubles, de besoins d'aménagement. En tout cas, on a bien besoin ici d'une évaluation pluridisciplinaire où il y aura un aspect orthophonie, psychomote et un bilan psy qui soit fait par le psychologue scolaire ou par le psychologue clinicien, mais on a à prendre en compte la globalité développementale de cet enfant. Alors finalement, quand on est enseignant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on ne voit pas grand-chose en fait. C'est un peu le souci. On voit des absences perlées, on voit des petites absences. Alors soit du lundi matin, dans les écoles primaires, soit sur certains cours. On voit des refuges fréquents à l'infirmerie dans le secondaire. On voit beaucoup de plaintes somatiques, surtout les maux de ventre chez les petits. On voit souvent une amélioration à la veille des vacances parce que la pression va se lever. On voit très régulièrement un travail scolaire sérieux. Il peut y avoir des résultats qui restent moyens, mais le travail scolaire, il est régulièrement très sérieux. Et on voit toujours de l'angoisse. Alors, on pourrait, moi, cette petite Magali que vous avez évoquée à plusieurs reprises, finalement, ça se casse la figure. Il faut 4 mois. Ça fait 4 mois de difficultés croissantes pour cet enfant, et l'école, c'est toute la semaine. Ça fait... il y a eu un changement de collège, il y a eu déjà beaucoup d'aménagements faits avant qu'on puisse enfin, qu'elle puisse, elle, lâcher, qu'on puisse poser des aides sérieuses. Il y a d'autres signes plus faibles
auxquels on pourrait prêter attention, c'est les enfants qui ont bien du mal à aller au tableau, c'est les enfants qui ont bien du mal à parler dans les exposés, c'est les enfants qui ne sont pas à l'aise dans certaines situations scolaires, de décloisonnement de classe, etc. En lien avec l'école, des moments clés qui sont liés au fonctionnement scolaire, à la fois dans les ruptures, la première scolarisation, l'angoisse de séparation elle est développementale à cet âge-là et on va plutôt faire de la prévention. L'entrée à l'école élémentaire, l'entrée au collège, ce sont des temps de rupture délicats pour beaucoup d'enfants, pour lesquels il y a des aménagements institutionnels qu'on fait, des rentrées échelonnées en section de petits, on fait des liaisons grande section CP, on fait du travail de lien entre le cycle 3 et l'entrée au collège, on fait des aménagements. Il se peut toutefois que pour certains enfants, ce ne soit pas du tout suffisant. Et puis il y a notamment, du point de vue de l'école, hein, parce qu'à l'adolescence et ce qui arrive dans la vie privée de l'enfant, mais là je me pose vraiment du côté de l'école, il y a les changements de classe. Et que ce soit un maintien ou un passage anticipé dans une autre classe, que ce soit simplement des revues d'effectifs, quelquefois, en perdant ses amis, l'enfant perd des étayages importants. Et ça, on n'a pas d'aménagement institutionnel, mais on a le réseau d'aide, on a des gens pour veiller sur ce bien-être des enfants à l'école. Et à propos de bien-être, on a la pression croissante de la réussite à l'école. Alors je pense qu'on repère mieux les enfants qui souffrent de refus scolaire anxieux, mais je pense aussi qu'il se peut qu'il y en ait en tout cas pas moins dans les années à venir. Et les enquêtes, même si individuellement on ne peut pas grand-chose, enfin, en dehors de faire le métier le mieux possible, la France, 21e sur 22 pays de l'OCDE en termes de bien-être des enfants à l'école, on est très compétitif. On est très sélectif, on est très exclusif en France. Ça n'empêche pas de faire le métier du mieux qu'on peut. Et il faut savoir qu'il y a des enfants qu'on n'aide vraiment pas. Les enfants, dans les signes relativement faibles, il y a ça, hein, il y a l'enfant qui réussit très très bien, sauf quand c'est un contrôle. Qui est malade, qui devient tout rouge. Enfin, voilà. C'est des enfants, ça ne suffit pas qu'ils réussissent. Ça ne suffit pas qu'ils travaillent bien. Et puis, deuxième niveau de stress après le Japon. J'étais horrifiée de voir ça. Je me croyais mieux. Donc. Alors pourquoi c'est dur à repérer? Moi je suis enseignante et j'interviens en gros principalement sur le primaire, maternelle et élémentaire. Je connais moins ces troubles au niveau du secondaire. D'abord, c'est un trouble qui est relativement peu fréquent, enfin 1 à 2%, 5%, vous disiez, ça ne remplit pas une classe. Hein. Il est protéiforme, donc de l'enfant qui se met en retrait à celui qui est tout le temps malade, à celui qui fait tout pour se faire exclure de cours. C'est pas évident pour nous de faire le lien, et non plus pour les équipes médicales, mais voilà. Les enseignants petit à petit sont habitués à repérer des déficits visuels, des déficits auditifs, mais là on a moins d'éléments, c'est trop, on n'a pas un petit test simple. Chez les petits de l'âge primaire, elle va plutôt être agie qu'exprimer cette angoisse. Elle peut être exprimée à la maison, mais c'est l'âge encore où les enfants, ils vont à l'école et ils ont envie d'être bien avec le maître, ils ne vont pas dire moi j'ai pas envie d'être là. Par contre, ils vont se rendre insupportables ou se rendre malades. Et on a un petit garçon sur une école d'Obi, il y a 3 personnes pour le surveiller parce qu'il fugue sans arrêt. Et on met au premier plan le trouble du comportement, les fugues, vous le connaissez. Et sauf que le père n'habite plus la maison et la maman est soignée pour une maladie qui est très grave et que, bien entendu, qu'il ne supporte pas d'être loin de sa mère en ce moment où elle aurait besoin de lui. Enfin, voilà. Et nous, ce qu'on a vu avant de faire appel aux équipes de soins, ce qu'on voyait à l'école, c'était juste qu'il faisait tout pour qu'on l'exclue. Sauf qu'il avait une excellente raison de le faire. Voilà. Et les somatisations fréquentes qui font que, on note une gastro, plus une angine, plus ceci, plus cela, et on ne fait pas toujours le total. Et puis, de l'autre côté des difficultés des repérages, on a celle de l'enseignant. Hein. Nous, on est là, on est bien. On n'est pas forcément les mieux placés pour se dire quoi, cet enfant n'aime pas l'école. C'est une vraie difficulté en fait.
Et puis, on a plutôt tendance à analyser les difficultés vers les facteurs sociaux, et c'est pas rare qu'il y ait des difficultés sociales dans les familles, avec présenté classiquement un père un peu absent, une mère un peu surprotectrice. Bon, on ne sait pas de quoi elle est surprotectrice, puisque l'enfant il a des surbesoins en même temps. Ben voilà, on va plutôt aller vers des facteurs environnementaux, sociaux que vers des facteurs médicaux. Et puis c'est pas à nous de diagnostiquer non plus, hein, mais on peut alerter comme on sait le faire pour des problèmes d'audition et de vision. Il n'est pas du tout question de faire un diagnostic. Il est question de, nous aussi, avoir en tête un certain nombre de signaux d'alerte qui auraient permis à cette petite Magali de ne pas attendre 4 mois pour qu'on voit qu'il y avait peut-être du boulot, mais il y avait quand même un vrai souci et la famille l'avait vu. D'où l'importance du travail en réseau. Dans l'éducation nationale, c'est le rôle du médecin scolaire d'aider dans ce genre de questionnement. C'est bien sûr aux enseignants référents, aux équipes de RASED, et puis dans le secondaire, les conseillers d'orientation psychologues, les CPE, les AS, les infirmiers scolaires, en lien avec les services de soins, pédiatrie, pédopsychiatrie, CMP, et puis le CMPP, puisqu'il y a des enfants qui vont là aussi, quand on est un peu moins dans l'urgence. Je ne dis pas ce que c'est qu'un PAI. C'est un projet d'accueil individualisé. Donc, au niveau de la classe, c'est difficile de faire quelque chose. C'est une problématique globale, très complexe et qui nécessite une coordination des intervenants. Donc, la collaboration avec les équipes de soins est indispensable pour prendre en compte le développement global et pas seulement le développement scolaire de l'enfant. On est enseignant, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas qu'il travaille bien et qu'il réussisse. Si on veut qu'il puisse utiliser ses connaissances après l'école, il faut que sa personnalité soit suffisamment solide et confiante pour qu'il puisse se servir de ce qu'il aura appris. On aménagera donc les modalités de scolarisation, le temps partiel, souvent par matière, hein, avec une progressivité. Tout le monde a insisté sur la nécessité d'une rescolarisation envisagée. Elle va être décrite au niveau de l'échéancier, d'un échéancier. On le bougera s'il y a besoin. Mais il doit être bien clair dans la tête de tout le monde que l'objectif, c'est le retour à l'école étayé, le retour à l'école. Et j'en ai terminé.